Je ne cherchais pas de géant quand j'ai commencé cette enquête. J'étudiais des anomalies architecturales, des portes trop hautes, des escaliers trop imposants, du mobilier aux proportions dépassant l'échelle humaine. De simples curiosités historiques. Le genre de détails qu'on classe comme excès décoratif ou conception cérémonielle, avant de passer à autre chose. Puis j'ai découvert les photographies. Pas des peintures, pas des mythes, pas du folklore transmis à travers des générations d'embellissements. Des photographies, de véritables preuves photographiques du milieu à la fin des années 1800 montrant des êtres humains d'une taille impossible aux côtés de personnes de taille normale, leurs proportions si spectaculaires qu'elles semblaient être des montages. Sauf qu'il ne s'agissait pas de montage. Le grain correspondait, l'éclairage correspondait, les ombres tombaient correctement. Ces images précédaient la technologie permettant de les falsifier de manière convaincante. Et c'est alors que les explications officielles ont commencé à s'effondrer. Plus je creusais, plus je découvrais de photographies. Des cartes de visite des années 1860, des cartes cabinet des années 1870, des images au ferrotype montrant des hommes et occasionnellement des femmes, mesurant 8, 9, parfois 10 pieds de haut. Pas des artistes de cirque présentés comme tels, pas des forains aux noms documentés et aux itinéraires de tournées connus, juste des gens, des individus photographiés dans des contextes formels, vêtus d'habits d'époque appropriés, parfois entourés de membres de leur famille de taille normale. Les archives du British Museum en contiennent plusieurs. Le Smithsonian les mentionne en passant, puis les rejette comme anomalies médicales, sans investigation supplémentaire. Les collections françaises présentent des images similaires, cataloguées et archivées. Les archives impériales russes mentionnent des personnes de stature inhabituelle, servant dans des rôles cérémoniels. Toujours le même schéma, reconnaître, catégoriser, passer outre. Jamais investiguer, jamais demander pourquoi. Pourquoi étaient-ils si nombreux? Pourquoi les photographies se concentrent-elles sur des décennies spécifiques, principalement entre 1850 et 1900, puis disparaissent-elles soudainement? Pourquoi les témoignages contemporains décrivent-ils ces individus non pas comme des monstres ou des curiosités, mais comme des membres normaux de la société, occupant des postes d'autorité, travaillant comme gardes, superviseurs, contremaîtres de projets de construction? Et voici la partie la plus étrange. Nombre de ces photographies montrent les géants debout devant des bâtiments. D'immenses bâtiments. Des bâtiments avec des portes qui semblent absurdement surdimensionnées pour des humains normaux, mais parfaitement proportionnés pour les individus photographiés. Des bâtiments qu'on nous a dit avoir été conçus pour la grandeur ou l'intimidation. Des bâtiments qui prennent soudain tout leur sens quand on y place un être humain de 9 pieds de haut. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus l'ignorer. J'ai commencé à mesurer. Portes dans les bâtiments gouvernementaux des années 1700 et 1800, 12 à 15 pieds de haut. Pas à l'entrée, à l'intérieur, dans des couloirs de travail où la grandeur ne sert aucun objectif. Des escaliers aux marches si hautes qu'une personne normale doit s'étirer pour les monter confortablement. Du mobilier, bureaux, chaises, lits, trouvés dans des ventes successorales et des musées, tous légèrement trop grands, tous rejetés comme décoratifs ou content faits sur mesure pour des individus de grande taille. Mais il ne s'agit pas d'un seul bâtiment. Il y en a des milliers, des palais de justice à travers l'Amérique, des bâtiments administratifs partout en Europe, des complexes gouvernementaux en Russie, en Inde, en Amérique du Sud, tous construits durant la même période, tous présentant les mêmes proportions surdimensionnées, tous soi-disant conçus ainsi pour des raisons esthétiques, malgré l'impraticabilité évidente, malgré le coût supplémentaire, malgré le fait que cela n'a aucun sens fonctionnel, à moins que les personnes les utilisant n'aient pas été de taille moyenne. Le schéma se répète avec une précision troublante. À Saint-Pétersbourg, les bâtiments administratifs des années 1700 ont des portes de 12 pieds dans les couloirs arrière. À Buenos Aires, les structures municipales comportent des escaliers nécessitant d'énormes enjambées. À Delhi, les bâtiments gouvernementaux de l'ère coloniale, supposément construits par et pour les administrateurs britanniques, contiennent du mobilier à des échelles qui feraient se sentir un homme d'1,80 m comme un enfant. Ce n'étaient pas des espaces cérémoniels, c'étaient des bâtiments fonctionnels, des bureaux, des centres administratifs, l'architecture quotidienne de la gouvernance et de la supervision. Pour qui ont-ils été construits?
Et c'est là que la Tartarie devient impossible à ignorer. Si vous ne connaissez pas, la Tartarie apparaît sur des cartes des années 1700 et du début des années 1800 comme un vaste territoire s'étendant sur l'Asie du Nord. Pas une légende, pas un mythe. Une région réellement étiquetée apparaissant dans des encyclopédies, des atlas et des archives historiques avec la certitude désinvolte de la France ou de l'Espagne. Puis, quelque part au milieu des années 1800, elle disparaît, pas conquise, pas renommée, effacée. Les cartes sont redessinées, les encyclopédies l'omettent, les livres d'histoire prétendent qu'elle n'a jamais existé. Mais l'architecture demeure. D'immenses structures en pierre à travers l'Asie centrale, la Russie, la Mongolie. Des bâtiments d'une échelle et d'une précision impossible. Des portes dimensionnées pour des géants. Des halls qui résonnent de vastitude. Tous supposément construits par divers empires ou artisans locaux, sans documentation, sans archives de construction vérifiées, sans explication sur comment ils ont accompli de tels exploits d'ingénierie avec la technologie soi-disant disponible. Et si les géants n'étaient pas des anomalies? Et s'ils étaient les administrateurs, les superviseurs, la classe gardienne d'une civilisation qu'on nous a appris à oublier? Et si la Tartarie, quoi qu'elle fût réellement, employait ces individus non pas comme curiosité, mais comme membres fonctionnels de la société, et que l'architecture reflète cette réalité? Cela expliquerait les photographies. Pourquoi elles sont toujours formelles, officielles, montrant ces individus dans des positions d'autorité? Pourquoi elles disparaissent après les années 1890, juste quand les dernières références à la Tartarie s'évaporent des archives officielles? Pourquoi les bâtiments demeurent, mais que les occupants ont été effacés de l'histoire? Cela soulève une question simple mais critique. Si vous vouliez effacer une civilisation de la mémoire collective, ne commenceriez-vous pas par effacer les preuves les plus visibles? Les individus dont l'existence même prouvait que quelque chose d'autre était ici? Les archives photographiques ne sont pas la seule preuve. Durant les années 1800 et le début des années 1900, les journaux à travers l'Amérique rapportaient régulièrement des découvertes de squelettes humains géants. Pas des anomalies dispersées, des découvertes systématiques. Le New York Times, 1885, squelette de 7 pieds découvert dans un tumulus du Michigan. Le San Diego Union, 1895, ossements de taille extraordinaire trouvés lors d'une excavation ferroviaire. Le Middletown Signal, 1899, restes humains géants mis au jour en Ohio. Ce n'était surtout pas des sensations de tabloïd. C'était un peu des journaux grand public rapportant ce qui était à l'époque considéré comme digne d'intérêt, mais pas particulièrement controversé. Les comptes rendus décrivent des squelettes mesurant 7 à 12 pieds de longueur, souvent trouvés dans des sites funéraires organisés, fréquemment accompagnés d'artefacts suggérant des connaissances avancées en métallurgie et en construction. Puis quelque chose a changé. Après environ 1920, ces rapports cessent. Pas graduellement, brusquement. Des découvertes qui faisaient autrefois la une cessent simplement d'apparaître. Les squelettes déjà trouvés. Beaucoup ont été envoyés à l'institution Smithsonian pour études approfondies. Le Smithsonian affirme maintenant qu'aucun tel squelette n'existe dans leur collection. Disparus, perdus, égarés lors de transferts de routine. Des centaines de spécimens, tous évanouis sans documentation appropriée. Le schéma est trop cohérent pour être ignoré. Les découvertes culminent à la fin des années 1800, la même période où les photographies de géants apparaissent, la même période où la Tartarie disparaît des cartes. Puis tout s'arrête. Les photographies cessent, les rapports journalistiques cessent, les cartes changent, les encyclopédies se réécrivent, comme si quelqu'un avait décidé que certaines questions n'étaient même plus acceptables. Pourquoi enfouir des preuves de diversité biologique humaine? Pourquoi retirer systématiquement des preuves physiques qui défient le récit standard de l'histoire humaine? À moins que cette preuve suggère quelque chose de plus vaste, quelque chose d'organisé, quelque chose qui impliquait une structure différente de la civilisation récente de ce qu'on nous a enseigné. Laissez-moi proposer quelque chose qui semble absurde jusqu'à ce qu'on examine les preuves. Et si les géants n'étaient pas des dirigeants? Et s'ils étaient une classe spécialisée, gardiens, superviseurs, administrateurs d'infrastructures et de construction? Et si leur taille était fonctionnelle, pas cérémonielle? Et si les bâtiments étaient
dimensionnés pour eux, parce qu'ils étaient ceux qui supervisaient leur construction et leur entretien. Cela expliquerait les schémas architecturaux. Pourquoi les bâtiments gouvernementaux, les palais de justice, les centres administratifs, structures de supervision et de contrôle présentent des proportions surdimensionnées, tandis que les zones résidentielles restent à échelle humaine? Pourquoi les photographies montrent des géants dans des contextes formels et officiels plutôt que domestiques? Pourquoi les archives historiques les mentionnent dans des rôles de supervision et d'autorité, mais rarement comme marchands, artistes ou ouvriers communs? Cela expliquerait le mystère de la construction. Comment d'immenses structures en pierre ont-elles été construites avec une telle précision dans les années 1700 et 1800? Peut-être n'ont-elles pas été construites par les civilisations auxquelles on les attribue. Peut-être ont-elles été construites pour ces civilisations par une société précédente qui employait des individus physiquement capables de déplacer des pierres, d'opérer des machines et de superviser des constructions à des échelles que nous considérons impossibles. Et cela expliquerait l'effacement systématique. Si vous héritez de structures que vous n'avez pas construites, héritez de technologies que vous ne comprenez pas pleinement, héritez de systèmes architecturaux conçus pour un type d'être humain différent, que faites-vous? Vous adaptez le récit, vous le revendiquez comme le vôtre. Vous réécrivez les dates de construction, antidatez les architectes et retirez toute preuve suggérant que quelqu'un d'autre était ici en premier. Demandez-vous combien de techniques de construction mystérieuses prennent soudainement du sens si vous supposez que les bâtisseurs étaient physiquement plus grands et plus forts que les humains modernes. Combien d'exploits d'ingénierie impossibles deviennent simplement difficiles si les ouvriers mesuraient 9 pieds de haut? Les preuves suggèrent quelque chose de bien plus vaste que des anomalies génétiques aléatoires. Ce qui me dérange le plus n'est pas la preuve elle-même, c'est le silence coordonné qui l'entoure. Les institutions académiques ne débattent pas des squelettes géants, elles prétendent qu'ils n'ont jamais existé. Les musées n'exposent pas les photographies, ils les classent dans des archives marquées « divers » ou « non vérifiées ». Les sociétés historiques n'enquêtent pas sur les proportions architecturales, elles les rejettent comme choix artistiques. Le schéma se répète à travers les disciplines, les pays, les siècles d'érudition. Ce n'est pas une suppression active, c'est un effacement passif, des questions qui ne sont simplement pas posées, des preuves qui ne sont pas examinées, des points qui ne sont pas reliés parce que les reliés mènent à des conclusions qui ne correspondent pas au récit établi. Et quand vous le soulignez, quand vous disposez les preuves côte à côte, les photographies, l'architecture, les rapports journalistiques, les archives manquantes, vous recevez la même réponse. Intéressant, mais pas significatif. Comme si la coïncidence expliquait tout, comme si les schémas n'avaient même pas d'importance, comme si demander « pourquoi » était en quelque sorte inapproprié. Mais le pourquoi est justement le point essentiel. Pourquoi des humains de taille extraordinaire existaient-ils en nombre suffisant pour être régulièrement photographiés et régulièrement découverts dans des sites funéraires? Pourquoi ont-ils été documentés puis oubliés? Pourquoi l'architecture d'une période spécifique accommode-t-elle leurs proportions? Pourquoi ces éléments se regroupent-ils dans les mêmes régions géographiques et périodes temporelles que la disparition de la Tartarie des archives cartographiques? Et pourquoi, quand vous mentionnez tout ceci dans les cercles académiques, la conversation se ferme-t-elle immédiatement? Je reviens constamment aux photographies. Ce n'étaient pas des monstres, pas des mythes, c'étaient des gens, des individus avec des visages, des vêtements, des familles, des gens qui posaient pour des portraits formels comme n'importe qui d'autre dans les années 1800. Des gens dont l'existence était si banale à l'époque que les photographes ne voyaient aucun besoin d'expliquer ou de contextualiser leur présence. Mais nous les avons rendus remarquables en les effaçant. Nous les avons rendus impossibles en niant qu'ils aient jamais été possibles. Nous avons transformé une réalité documentée en spéculation interdite. Et ce faisant, nous avons perdu quelque chose. Pas seulement la connaissance de qui ils étaient, mais la compréhension de ce que nous sommes, ce que nous avons oublié, ce que nous avons hérité sans compréhension. Les portes massives demeurent. Les escaliers surdimensionnés sont toujours debout. Les bâtiments qui n'ont aucun sens pour les proportions humaines continuent de servir des fonctions modernes, leur but originel obscurci par des siècles de réutilisation adaptative.
Nous les traversons quotidiennement sans demander pourquoi. Nous acceptons les explications officielles sans examiner si elles expliquent réellement quoi que ce soit. Parce que les examiner nécessite d'accepter que l'histoire n'est pas une ligne droite de progrès, que nous vivons peut-être dans les vestiges de quelque chose de plus sophistiqué, quelque chose que nous n'avons pas construit, quelque chose que nous ne comprenons pas pleinement, que les géants dans les photographies n'étaient pas des aberrations mais des preuves d'un arrangement différent, une société différente, un monde différent. Je suis tombé sur des chaises de dimensions énormes dans des ventes successorales et des réserves de musées oubliées, des chaises qui n'ont aucun sens anatomique. Pas des trônes, pas des pièces cérémonielles destinées à intimider ou impressionner, des chaises ordinaires, des chaises de salle à manger, des chaises de bureau, des chaises d'assises conçues pour un usage quotidien, sauf qu'elles sont mal proportionnées. La hauteur d'assise mesure 30 à 36 pouces du sol, presque le double de la hauteur standard de 18 pouces, qui accommode la longueur normale des jambes humaines. Les dossiers s'élèvent à 7, parfois 8 pieds de haut. Les accoudoirs se situent à une hauteur qui laisserait les bras d'une personne moyenne pendre inutilement. Les catalogues de vente aux enchères les listent comme mobilier décoratif, ou palomé pièces d'exposition, comme si les gens des années 1800 commandaient régulièrement des chaises qu'ils ne pouvaient physiquement utiliser juste pour des raisons esthétiques. Les conservateurs de musées les étiquettent design victorien surdimensionné, sans expliquer pourquoi de tels designs apparaissent dans des bâtiments gouvernementaux, des bureaux administratifs et des salles d'attente de tribunaux, des espaces fonctionnels où le confort et l'utilisabilité importeraient, présumément. Et puis, il y a les instruments eux-mêmes, les artefacts que personne ne veut classifier. Je parle des clés massives trouvées dans des sites de démolition à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, des outils mesurant 4, 5, parfois 6 pieds de longueur, pas décoratifs, pas cérémoniels, des outils fonctionnels avec des traces d'usure, avec le type d'érosion de prise qui vient d'une utilisation réelle, des outils conçus pour des mains beaucoup plus grandes que les nôtres. Les musées les catégorisent comme équipements industriels, sans expliquer quel processus industriel nécessiterait une clé pesant 200 livres devant être opérée par quelqu'un avec la force de préhension de 3 hommes normaux. Les maisons de vente aux enchères les vendent comme curiosités antiques, sans demander pourquoi elles ont été fabriquées en telle quantité qu'elles continuent d'apparaître dans des ventes successorales, des nettoyages de granges et des démolitions de bâtiments plus d'un siècle plus tard. Et soudain, les outils et le mobilier surdimensionnés ne sont plus des anomalies, ils sont une confirmation. Alors qui étaient ces gens géants? Étaient-ils les gardiens de la Tartarie, la classe administrative d'une civilisation qu'on nous a appris à croire inexistante? Les superviseurs de projets de construction dont l'échelle et la précision ne peuvent toujours pas être reproduites avec la technologie moderne? Je n'ai pas de réponse définitive, seulement des questions qui s'accumulent, qui s'appuient les unes sur les autres, qui créent un poids que le récit officiel ne peut supporter. Pourquoi les preuves photographiques se regroupent-elles dans les décennies exactes où la Tartarie disparaît des cartes? Pourquoi les proportions architecturales correspondent-elles à l'échelle des individus dans ces photographies? Pourquoi les rapports journalistiques de découverte de squelettes géants cessent-ils précisément quand les références à la technologie pré-industrielle avancée commencent à être omises des archives historiques? Pas une coïncidence, pas une variation aléatoire, pas des anomalies indépendantes qui s'alignent par hasard. Un schéma. Et quand vous voyez le schéma, quand vous le tracez à travers les continents et les siècles, quand vous le regardez apparaître et disparaître avec une précision suspecte, vous devez demander « Que ne nous dit-on pas? Qu'avons-nous hérité que nous avons choisi d'oublier? Quelle connaissance a été perdue ou cachée quand les cartes ont été redessinées et que les géants ont disparu de l'histoire? Les bâtiments se souviennent, même si nous ne le faisons pas. Les photographies préservent ce que les encyclopédies ont effacé. Les preuves persistent, attendant quelqu'un prêt à poser les questions que tous les autres ont accepté de ne pas poser. Qui étaient les géants? Pourquoi ont-ils disparu? Et qu'est-ce qui a disparu avec eux que nous prétendons encore n'avoir jamais été là du tout?